On est sur le site du centre Élio-Marin, donc on le voit, hein, santé en Côte-Vermeille, là c'est le bâtiment de la cardiologie. C'est une des mémoires vivantes de Bagnols-sur-Mer, le centre Élio-Marin. Et cet établissement a été construit à la fin du 19e siècle. Et sur cet établissement, malheureusement, plane l'ombre de la délocalisation de plus en plus précise et quasiment certaine. Le centre Élio-Marin, ça fait quelques années que je nourris les plus inquiétudes. Je pense que tout n'a pas été fait sur la capacité de lutter et de conserver cette activité médicale. Alors, pour moi, l'acte fondateur de la liquidation de l'activité, elle a été signée dès, je crois, l'arrivée du maire sur ce mandat-là, par le fait d'acheter le centre Élio-Marin, puisque rappelons que la commune de Bagnols est maintenant propriétaire du centre Élio-Marin, pour le coût de 1 million d'euros. Et lors des débats que nous avions eus en conseil municipal, j'avais posé la question suivante de l'utilité d'acheter le centre Élio-Marin, car en effet, l'association qui aujourd'hui gère, l'association Santé en Côte-Vermeille, qui gère le centre Élio-Marin, a un bail jusqu'en 2035 pour l'euro symbolique. Donc ce qui veut dire que dans tous les cas de figure, si on maintient l'activité médicale, il n'y avait pas d'utilité d'acheter le centre Élio-Marin, puisque le locataire est protégé pendant encore quelques années. Le maire n'a pas entendu le message que je lui ai envoyé, puisqu'il est rentré en force, hein, il a fait valider par le conseil municipal l'achat du centre Élio-Marin. Et en même temps, j'ai souvenir qu'il n'avait pas poussé dans des mesures d'accompagnement du maintien de l'activité médicale. Alors on peut se dire que peut-être il y avait une espèce de serpent de mer qui ne demandait qu'une chose, c'était de monter en surface. Et quel pourrait être ce serpent de mer? Eh bien tout simplement, une fois l'activité médicale, la délocalisation, qui semble être maintenant actée par les agences régionales de santé, eh bien que ce centre soit transformé en autre chose. Alors on a entendu à peu près tout et n'importe quoi. Au début, on nous avait parlé d'introduire en termes d'activité du paramédical, de la rééducation pour sportifs de haut niveau. Puis la piste a été abandonnée. Ensuite, on nous a parlé de création d'au moins une centaine de lits pour la maladie d'Alzheimer, quand on sait qu'aujourd'hui, on est bien loin du compte, puisqu'on n'est pas dans des concentrations de malades de ce type-là, parce que c'est trop difficile à gérer et que c'est dans des espaces beaucoup plus réduits, sur des unités de 4 ou 5 lits, et souvent en hôpital de jour, qu'on pratique ce type d'accueil. Et ensuite, donc, il y avait l'autre possibilité, c'était de ramener, compte tenu des problèmes qu'ont les établissements de maisons de retraite, Paul Retsch, de rapatrier donc Paul Retsch sur le centre Élio-Marin. Et à ce jour, pour l'instant, rien n'est fait. Donc il semblerait, et c'est un point de vue peut-être alarmiste de ma part, mais que j'ai l'impression que tout ça me semblait un peu intimement lié avec les affaires du port. On le verra tout à l'heure, puisqu'on va aller sur le port, la notion de non-rentabilité du port est affirmée. Donc il est clair que celui qui va prendre possession du port a peut-être aussi possibilité de négocier ailleurs quelque chose qui semblerait beaucoup plus juteux. Ici on avoisine à peu près 7 ou 8 hectares, et contrairement à ce que l'on croit, une partie du centre Élio-Marin est constructible, c'est-à-dire reconvertible une fois de plus dans de l'immobilier, voire de la marina ou quelque chose qui s'y apparenterait. Alors, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a posé la question, déjà un journaliste, savoir si transformer de l'emploi qui serait parti par un autre emploi n'est pas une bonne chose. C'est bien sûr qu'un emploi perdu, un emploi créé, mais un emploi perdu, ici on a plus de 200 salariés, avec quand même des métiers valorisants, des infirmières, des kinés, des ergothérapeutes, des aides-soignantes, avec des prestations. N'oublions pas qu'on est dans un établissement de santé qui a rendu beaucoup de services à la commune, notamment la cardiologie. Combien de vies ont pu être sauvées par la proximité d'un centre de cardiologie, notamment en été, sur des gens qui avaient fait des malaises sur la plage. Eh bien, ces emplois, par quoi seront-ils remplacés? Par des gens qui seront larbinisés pendant 2 mois de saison? Vocation du Bagnolin à devenir femme de ménage, plongeur dans la restauration et servant des petits déjeuners à des gens qui seraient venus ici s'installer pendant une période très courte, et le reste de leur temps pour ces mêmes salariés se retrouver encore une fois de plus à les pointer à Pôle emploi. Moi je crois que ce n'est pas tout à fait raisonnable. Alors, c'est vrai que sur les politiques nationales, en termes de démantèlement des établissements de santé, les maires ne peuvent pas faire grand-chose. Mais on commet une erreur. On commet une erreur déjà dans le cadre de l'aménagement du territoire. Parce qu'affaiblir un établissement de santé, de fait et mécaniquement, va affaiblir les 2 autres. Celui de Collioure, Hermère-Soleil, et celui de Cerbère-Pierrefitte. Donc se battre pour Bagnols, c'est aussi se battre pour les 2 autres du canton de la Côte-Vermeille. Et ensuite, eh bien, ces établissements garantissaient non seulement par leur savoir-faire, mais aussi par leur implantation au bord de la mer. Regardez, ici, les enfants, quand ils sont partis à Argelès, ils avaient quand même une qualité de vie bien supérieure ici, avec la plage juste à côté, avec la capacité notamment pour les gens qui sont en cardio, pour faire de la rééducation, d'aller se promener dans l'arrière-pays. Eh bien, tout ça, on va le perdre. On va le perdre, et on le perdra au détriment de ce qu'est l'histoire et le patrimoine économique
et affective, je dirais aussi, parce que n'oublions pas que beaucoup de Bagnoulins ont pu trouver des âmes sœurs parce qu'à une certaine période, eh bien, les femmes de tout le département venaient travailler au centre Élieu-Marin. Il faudrait interroger la population et vous verriez, monsieur Karl, combien de femmes qui ont commencé leur vie d'abord au centre Élieu-Marin l'ont continué parce qu'elles ont épousé des Bagnoulins et sont aujourd'hui de véritables Bagnoulins. Mais tout ça va être balayé d'un seul revers. L'avenir est sombre pour cet établissement. Malheureusement, il est sombre. Et peut-être que ce qui l'assombrit encore un peu plus, c'est qu'on ne sait pas par quoi il va être remplacé. Alors, on ne s'est peut-être pas assez battu. On a perdu cette première bataille de délocalisation. Il faudra en tout cas que l'on gagne la deuxième bataille, quand malheureusement la santé partira, et bien pour savoir ce que deviendra ce centre Élieu-Marin. Bien, on profite en même temps qu'on est au centre Élieu-Marin, puisqu'on a la chance quand même ici de découvrir la plage, pour ceux qui ne la connaissent pas, du centre Élieu-Marin. En même temps, on voit qu'on est rapidement rattrapé par la végétation. C'est bien cette tradition ici de ce village coincé entre mer et montagne, donc c'est les origines de Bagnous. De temps en temps, quand je suis au travail et que je rappelle l'histoire de ce pays, vieille histoire, qui vient du néolithique, les Ligures et les Ibères, avaient plusieurs types d'économies qu'on retrouve encore aujourd'hui, un peu amoindries, il est vrai. C'était la cueillette de l'olive, le travail de la vigne et la pêche. Les fameux vignerons pêcheurs Bagnoulins, bonjour, 5000 ans après, n'ont pas tellement abandonné ces traditions. On y a rajouté un élément supplémentaire, donc, qui est le tourisme. Alors c'est vrai que le tourisme a grignoté petit à petit les parts de l'économie qui était l'économie majeure de ce coin de département. Il est aujourd'hui devenu le rôle essentiel, le poumon économique de ce qu'est cet endroit, cette commune. Il est clair que si aujourd'hui c'est le poumon salvateur de ce qu'il nous reste en termes d'activité. Maintenant, la réflexion que je me fais, eh bien, c'est sur la durée de la saison. On est encore coincé dans cette idée que l'on a depuis, je ne sais, 30 ou 40 ans, peut-être même un peu plus, que seul ce qui vaut ici en matière de développement et de prestations ne tourne qu'autour du soleil et de la plage. Si tu fais un balayage, regarde Karl, on est le 1er octobre aujourd'hui, vois-tu, il y a une seule personne sur la plage. Une seule. Ce qui confirme bien qu'en réalité, notre activité saisonnière n'est comprimée que sur 2 mois, peut-être 3 mois. Donc il faut absolument qu'on se donne les moyens, pour des raisons d'équilibre psychologique même. On ne peut pas vivre dans cette densité de gens pendant 3 mois, et ensuite par une espèce de désertification qui dure 7, 8, voire 9 mois, avec ce déséquilibre de l'économie qui ne suffit plus aujourd'hui aux populations pour pouvoir vivre normalement et dignement. On a un patrimoine exceptionnel. Il suffit aujourd'hui d'acter une bonne fois pour toutes que le tourisme peut démarrer au moins au mois d'avril et nous porter quasiment jusqu'à la fin de l'année. Pour des raisons climatiques. Regarde le temps qu'il fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui que l'on ait une fréquentation quasiment équivalente qu'au mois de juillet? Parlons pas au mois d'août, parce qu'au mois d'août c'est difficile d'avoir des comparatifs, mais en tout cas que le mois de juillet. Et bien tout ça par des revalorisations, l'arrêt pays notamment, on va y aller tout à l'heure, qui est une mine d'or aujourd'hui et qui n'est pas du tout exploitée, par notre patrimoine culturel qu'on a complètement délaissé aujourd'hui, et puis aussi peut-être par une diversification, en tout cas un étalement des animations proposées non seulement aux gens qui viendraient à cette période-là, mais aussi à la population. Parce qu'on a tendance un peu à les oublier, on n'est pas loin de 5000 habitants dans cette commune, ces 5000 habitants ont normalement le droit de vivre et de profiter de certaines choses au-delà de ces 2 mois de saison. On en a un besoin urgent. Alors, il y a des éléments, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail, mais je crois que le constat, regarde, on l'a sous les yeux, Bagnous s'est vidé en 1 jour, quasiment, ou en 2 jours. Eh bien, il faut réapprendre à remplir ce village avec tous les éléments qui sont nos atouts et pas nos handicaps. Maintenant, donc, nous sommes devant Paul Retsch, la maison de retraite Paul Retsch. Il ne s'agit pas ce matin de noircir tout le tableau bagnoulin, mais là, on est encore aussi face à de sérieux problèmes. Et on va se rendre compte tout au long de la matinée que ces problèmes-là, dont on nous avait promis qu'ils seraient réglés en début de mandat par monsieur le maire, eh bien on arrive en fin de mandat et aucun de ces problèmes n'est réglé. Cet établissement donc a été frappé lors de la mandature précédente d'une injonction par l'administration de mise en sécurisation pour 2 ou 3 choses. La première, c'est sur la structure. Eh bien on est dans une zone inondable, donc il fallait faire une mise hors d'eau de cet établissement. Le point sûrement le plus difficile. Et le deuxième, c'était donc de sortir de ce qu'ils appellent la maltraitance passive. Aujourd'hui, la loi nous oblige, dans le cadre de l'hébergement des personnes âgées, de n'avoir qu'une seule personne par chambre. Or, à Paul Retsch, ils en sont parfois 2, voire même à 3. Donc tout ça ne peut plus légalement se produire et exister. Donc il y avait plusieurs pistes. La première, dans le cadre de la mise hors d'eau, c'était de faire un bassin de rétention, ce qui était une possibilité. Je me souviens que lors du mandat de l'équipe municipale
d'avant, certains étaient favorables, notamment l'adjoint à l'urbanisme, qui lui avait dit que c'était faisable. Le maire à l'époque, lui, était plutôt favorable au fait qu'on reconstruise une maison de retraite ailleurs. Bon, ni le barrage n'a été fait, ni la relocalisation ou la reconstruction d'une maison de retraite. Donc sous cette municipalité, on s'est retrouvé avec le problème à gérer. Le maire, donc M. Red, avait dit qu'il avait convaincu l'administration dès les premiers mois de son retour à la mairie de Bagnols qu'il avait toutes les autorisations pour la conservation sur site de Paul Retsch. Et puis, soit pour des coûts de financement par rapport à ce qui était évalué concernant le bassin de rétention d'eau. Et puis ensuite, arrivé un élément supplémentaire, on venait de découvrir une hirondelle à col noir, une espèce protégée, donc qui interdisait à ce moment-là toute modification, toute construction. Donc vous pouvez penser que l'acte de décès était quasiment signé pour le maintien de l'activité de Paul Retsch sur ce site. Là aussi, une fois de plus, je ne sais pas ce que pensent les gens qui font les lois et en tout cas ceux qui demandent qu'on les applique, mais regardez, c'est un peu comme le centre de Marais. Quel endroit de mieux à Bagnols que cet endroit pour les personnes âgées. Regardez, un magnifique jardin, totalement sécurisé, avec un savoir-faire, puisque c'est un établissement qui est très ancien. Et en plus, c'est du service public, hein. C'est une maison de retraite publique. Donc, le projet qui est amené maintenant sur la table, mais pour l'instant on n'en voit pas grand-chose, c'est de ramener l'activité de la maison de retraite vers le centre Éliomarin. À ce jour, sur les éléments que j'ai, c'est encore uniquement qu'à l'état d'étude. Alors n'oublions pas quand même qu'on parle que cette injonction a commencé il y a déjà au moins 7 ou 8 ans. Je ne suis pas sûr qu'à un moment donné, les tutelles ne se fatiguent pas des travaux et des améliorations qui ont été demandées de faire et qui pour l'instant ne sont pas encore aboutis, et qu'un de ces 4 matins, on ne voit pas comme ça s'est passé un jour au centre Éliomarin, la DAS qui descend et puis qui dit, eh bien maintenant on ferme la porte et vous vous débrouillez, on redéploie ailleurs. Méfions-nous quand même, parce qu'il serait temps maintenant de trouver une solution, de se mettre d'accord sur une solution concernant l'avenir de Paul Retsch, sous réserve qu'un de ces 4, il nous arrive à la même chose, c'est-à-dire qu'on nous dise, eh maintenant Paul Retsch, on ferme, plus d'activité, et on répartira les personnes âgées dans tout le département. Soyons d'une extrême vigilance. Nous sommes au Mazadje, et je crois que là, la nature parle d'elle-même. On voit ce paysage absolument magnifique, et puis on a de la chance parce qu'en plus, on sent l'odeur du vin qui se fait pas très loin derrière nous dans les caves du Mazadje. Alors vous êtes dans ce qui est, sûrement la mine d'or de ce village. Il faut savoir, peu de gens le savent d'ailleurs, qu'on ne sait pas trop si c'est Prats de Moyo ou Bagnols-sur-Mer. En territoire, on est soit la 2e, soit la 3e commune la plus grande du département, calée juste après Perpignan. Donc on voit quand même que l'arrière-pays considérable, c'est l'histoire de Bagnols. C'est l'histoire qui vient de la terre et qui va aller vers la mer. Alors cet endroit, bien, c'est sûrement là peut-être que l'avenir de Bagnols va se jouer en termes de développement. Alors, pas de construction, bien entendu, moi je ne suis pas un chantre du bétonnage, loin de là, mais peut-être par quelques petites améliorations. J'avais dit lors de la campagne électorale qu'il me semblait d'abord une première nécessité, c'était que l'homme, dans son obligation par le service public, réinvestisse ces lieux. À quoi je pense? À des brigades vertes. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui tout soit focalisé sur le front de mer, en termes d'aménagement, de contrôle, de sécurisation, enfin de tout ce qu'on peut y mettre, et que l'arrière-pays soit totalement abandonné. On est toujours les fesses assis sur la plage à regarder la ligne d'horizon vers la mer et jamais la crête vers la montagne. Eh bien, il faut d'abord remettre ces gens-là qui vont nous garantir déjà peut-être quelques éléments factuels de remise en bon état de marche la route des Masses. On vient de passer là sur le pont du Mazadje, je t'ai fait voir la carte, on se demande comment il tient encore debout ce pont. D'ailleurs, il est limité à un certain tonnage. La barrière a été complètement défoncée, un véhicule ou un camion a dû le toucher, donc la barrière est pliée. L'état des routes, ce n'est que trous et bosses. Et puis des services qui s'accompagnent, notamment l'entretien de la rivière par exemple. On a vu là aussi sous le pont du Mazadje, eh bien ce nettoyage, cet entretien de la rivière ne se fait pas depuis très longtemps, avec des phénomènes dangereux en cas d'inondation, donc le phénomène d'embâcle et de débâcle. Tous ces arbres qui sont jonchés dans la rivière peuvent à un moment donné donc être des retenues d'eau qui, quand elles pètent, eh bien elles foudroient le plat de Bagnols. La revalorisation aussi de tout ce qui sont les tables d'orientation. Il y a énormément de randonneurs aujourd'hui dans Bagnols. Il est bien de reprendre un peu tout ce qu'on a laissé, c'est-à-dire de réaménager, réhabiliter tous ces chemins, de réinstaller, de réhabiliter là aussi toutes ces tables d'orientation, s'occuper donc de tous les bassins écrêteurs qui nous garantissent aujourd'hui la sécurisation concernant les incendies. Et puis après le service à la personne. Il faut savoir que par exemple il y a encore bon nombre de personnes âgées qui vivent dans les Masses. Eh bien sachez que la navette ne vient que le jeudi matin. En clair, si on n'a pas les moyens
de s'acheminer soi-même par ses propres moyens vers la commune de Banyuls, eh bien on est totalement isolé parce qu'il n'y a aucun service rendu à ces populations qui habitent ici. Voilà donc pour le reste, eh bien, ce joyau, je crois qu'il existe naturellement. Moi je suis toujours étonné, je travaille en dehors de la commune, eh bien, de ce capital encore magnifique qu'a Banyuls au-delà de nos propres limites, de nos propres frontières bagnolenques. Pourquoi? Bien parce que c'est ça. Cette capacité de s'aérer à Banyuls, il y a de l'espace. On n'est pas pris, comme dans d'autres communes, dans l'étau de la multiplication des gens qui y viennent, mais bien ici par un endroit où il y a de la respiration, il y a de la beauté, il y a de l'apaisement. On le voit ce matin, on a la chance d'être avec un temps magnifique. On se régale depuis ce matin avec Karl, on en profite. Eh bien, c'est en partie grâce à ça, parce qu'on sait que quand on sort de la mer avec les paysages qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, on ne va pas être déçu, parce que derrière, c'est au moins du même niveau, peut-être même supérieur. Nous sommes au col de Banyuls, on vient de quitter le Mazadje, on vient d'entamer la grimpette là. Et on voit très clairement ce que l'on a dit depuis le départ de ce matin, c'est-à-dire la proportion de ce qu'est le village par rapport à ces vallées, et notamment celle-là, donc la vallée qui monte jusqu'au col de Banyuls. Et on voit très bien que cette superficie est absolument immense et gigantesque par rapport à la taille d'un petit village de 5000 habitants. Donc on retrouve peut-être là aussi cette disproportion de la focalisation de tout l'investissement que l'on fait sur le front de mer, alors qu'il semblerait que tout ce réservoir qui est là derrière ne soit pas du tout pris en compte. Cet endroit, bien sûr, il est d'un charme absolument unique, je crois, puisqu'on voit tout ce que l'homme et le vigneron notamment a pu façonner. On voit encore les vignes qui existent, mais les traces des vieilles murettes, qui est donc le témoignage, le signe que toutes ces parties-là étaient travaillées par les hommes, et donc qui ont façonné toute cette architecture de manière unique. Je crois qu'il y a un seul endroit où on les retrouve, c'est en Grèce et en Crète, parce que les Grecs, qui étaient venus à une époque venant chercher le fer ici, avaient aussi trouvé les mêmes techniques de travail pour la reproduction de nos paysages afin d'y pouvoir y installer la vigne. C'est un peu abandonné à certains endroits, mais c'est quand même pas mal travaillé. La présence, il y a je crois à peu près 800 coopérateurs encore à Banyuls, comme quoi cette activité économique perdure. Elle est l'âme essentielle du Bagnolin. Ensuite, aujourd'hui, on comprend pourquoi ces montagnes, ces vallées sont énormément fréquentées par les randonneurs. On le disait en montant là tout à l'heure, c'est un havre de paix. Il y a des parties plates pour les gens qui n'arrivent pas donc à faire des exploits sportifs. Les autres qui sont un peu plus solides, eux s'aventurent déjà dans tous ces chemins. Moi, j'ai un émerveillement quotidien. Je crois que chaque fois que l'on vient, quels que soient les endroits ou les sites où l'on s'arrête, on redécouvre à chaque fois des choses nouvelles. Et bien sûr, c'est surtout cet endroit qui est comprimé entre l'eau et la mer, entre l'eau, la mer et la montagne, qui fait cette particularité si singulière de ce monde de Bagnolin. Et puis le col de Banyuls aussi, parce qu'il est un lieu historique fort. On va le voir tout à l'heure quand on pivotera. C'est la frontière établie il y a longtemps, en 1659 par Louis XIV, le fameux traité des Pyrénées. C'est là où le territoire français s'arrête, et c'est là où donc de l'autre côté l'Espagne commence. Mais c'est surtout pour nous, les Catalans, là où une partie de la Catalogne va se casser, une devenant française et l'autre espagnole. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, donc Karl, ici cet endroit, bien sûr, il est chargé sur le plan historique malheureusement, alors qu'on est dans un endroit si paisible, de lourdeur de l'histoire, de lourdeur guerrière de l'histoire. Alors là, on a une plaque en commémoration aux forces libres, donc selon le souhait du général de Gaulle, c'est-à-dire après l'appel du général de Gaulle, où les évadés de France vont rejoindre les armées de la libération, elles vont passer par ici. Donc régulièrement, chaque année, on vient commémorer cette douloureuse et ensuite heureusement période de l'histoire qui va amener à nouveau la liberté dans ce pays. Et puis elle va être couplée aussi juste un petit peu avant vers encore une période peut-être aussi noire, voire peut-être plus noire pour nous parce qu'elle nous touche dans le sang aussi, c'est la retirade, la guerre d'Espagne. Donc on sait qu'il va se passer des choses terribles, et surtout pour les Espagnols, mais aussi peut-être sur la capacité pas tout à fait normale qu'ont eu les gens à accueillir ce côté français une partie de ce qui étaient leurs frères, pour les Catalans en tout cas, puisque on voit bien là clairement qu'il n'y a pas de frontière. On a passé la borne, on est en Espagne et on revient un pas en arrière et on est en France. Et bien qu'en 1939, pour donc fuir cette Espagne franquiste, plus de 500 000 exactement réfugiés espagnols vont passer. Je crois qu'il en passera aux alentours de 200 000 ici par le col de Banyuls et par la route de Cerbère. Et bien il y aura des moments dramatiques que parfois je trouve dommage qu'on n'enseigne pas à l'école. Je le dis régulièrement parce que quand je travaille avec des groupes scolaires dans le cadre de l'apprentissage de l'histoire, eh bien il faut savoir que la guerre d'Espagne n'est pas dans les manuels, n'est pas au programme de l'histoire de France. Or,
En 1659, à partir du moment où on a acté le traité des Pyrénées, eh bien tout ce qui s'est passé de ce côté-là, c'est part entière de l'histoire de France. Eh bien ces gens-là, dans une Espagne complètement noircie par la mort, la dictature, eh bien avaient un espoir, c'est que de l'autre côté, il y avait un pays magnifique pour eux, un pays qui avait été capable d'écrire les droits de l'homme et du citoyen, ce pays qui était sorti du siècle des Lumières, de Hugo, Voltaire, Montesquieu, Diderot, ce pays qui a frappé de toutes ses mairies et de toutes ses écoles la même maxime, liberté, égalité et fraternité, eh bien auront droit donc aux plages de Rivesaltes, aux plages d'Argelès, de Saint-Cyprien, du Barcarès, au camp d'internement de Rivesaltes et au Château Royal. Là, il y a pas mal de gens qui ne le savent pas, mais plus de 1000 réfugiés, notamment ce que l'État français craignait le plus, un peu paradoxalement, puisque rappelons quand même que nous étions au moment du Front populaire, alors c'était pas Léon Blum, hein, c'était pas 36 et 39, c'était Daladier. Eh bien, cette peur de la contagion du rouge, c'est-à-dire les brigades internationales, les syndicalistes, les communistes et les anarchistes seront enfermés dans les souterrains du Château Royal de Collioure avec des traitements particulièrement honteux, puisqu'on peut clairement affirmer que les premiers camps de travaux en France seront faits dans le Château Royal de Collioure avec des humiliations qui sont, je crois, sans nom et inqualifiables. Voilà cet endroit, il a vécu cette histoire. Aujourd'hui, on vient, on est heureux d'y être, mais je crois qu'on ne peut jamais s'affranchir de ce qui s'est passé. Et je voudrais, pendant que je suis là, rendre un petit hommage, mais ça c'est à titre privé, un de mes meilleurs amis, Louis Auriol, et qui un peu synthétise toute cette histoire. Quand il est décédé, a souhaité une chose, eh bien c'est que ses cendres soient versées, puisqu'il venait de la République d'Espagne. Et c'est moi-même qui l'ai fait, donc il me l'avait demandé avant de décéder. Donc j'ai versé une partie de ses cendres du côté espagnol, son histoire de la République d'Espagne. Et le reste de ses cendres, je les ai versées de ce côté-là, côté français, puisque c'est la France qui lui avait donné ce temps. On a pivoté, on est côté espagnol, côté catalan, donc ça c'est le Alt Empordà, comme on le voit sur le panneau. On a Rabós d'un côté, Espoil de l'autre. On voit bien que la frontière n'existe pas. Un bon nombre de familles, à commencer par la mienne, puisque ma femme, sa grand-mère venait d'Espoil et avait rencontré son mari qui était de Banyuls. Donc il n'y a vraiment pas de différence. Le mélange des cultures, elle est là par la confusion de ces territoires qui en fait n'est qu'un seul territoire. Ça fait partie aussi probablement de ce que l'on devrait utiliser en termes d'atouts. Parce que moi je suis toujours étonné, on va faire des comités de jumelage un peu partout, en Tchécoslovaquie, en Angleterre, et on a peu de comités de jumelage avec les villes juste de là en bas. Et je crois qu'on aurait intérêt à faire un partenariat, puisque rien ne nous sépare, ni la distance, ni la culture, ni la langue, ni rien du tout, puisque c'est un passé commun. Mais je crois que il faudrait gommer toutes ces petites erreurs que l'histoire nous a mis sur le dos pour en fait retrouver cette unité, et cette unité culturelle, fraternelle, mais aussi cette unité économique. Je me dis par exemple, il y a un jour à Banyuls où on a la fête de l'orange et le même jour, je crois, on a la fête de l'olive. Ça serait bien de commencer par ça peut-être. Pourquoi pas fusionner les deux fêtes en même temps, et qui serait un grand moment où finalement les deux histoires se rencontreraient, puisqu'il y a autant d'orange d'un côté que de l'autre, et il y a autant d'olives d'un côté comme de l'autre. Donc, eh bien, il ne nous reste plus qu'à fusionner tout cela et retrouver peut-être ce qui est une histoire d'antan, c'est-à-dire une histoire d'amour entre les gens d'un même pays, d'une même terre, les Catalans. Et les Catalans, Karl, je te le dis de manière très amicale, y compris les Catalans d'adoption, parce qu'à partir du moment où on est là, on n'a pas besoin de pédriguer, on est dans l'acceptation et dans la tolérance. Voilà, et surtout quand on est au col de Banyuls. Donc Karl, ce n'est pas un effet loupe, parce qu'on voit un effet grossissant du village, c'est tout simplement parce qu'on est descendu du col de Banyuls, qu'on s'est rapproché de la mer, et donc de la commune. On est à la Salette, comme tu viens de le dire. Alors on n'est pas là pour profiter des paysages, je crois que ce matin on en a eu suffisamment plein la vue pour être satisfait, on allait se restaurer, mais on est là pour peut-être aborder un autre sujet, un sujet sensible à Banyuls, c'est celui de l'urbanisation. Alors il faut savoir que sur cette partie basse là, donc, il y a 3 tranches prévues, plus d'une trentaine de maisons, donc ces terrains étaient la propriété du CCAS. Alors, avec une obligation, puisque c'est un legs qui nous vient de Paul Retsch, d'où l'emplacement d'ailleurs de la Salette, qui était un de ses vœux, c'est-à-dire qu'on y célébra des messes, et bien sur ce patrimoine en foncier bâti et non bâti, il y avait à peu près 220 hectares donc de foncier bâti et non bâti, il était prévu que tous les bénéfices devaient revenir aux pauvres et aux indigents de la ville, c'est-à-dire tourner vers une politique sociale. Bon, il est clair qu'en 2012, les pauvres et les indigents ne sont pas tout à fait de la même nature, mais on pourrait se tourner en tout cas vers les ménages les plus fragiles, ou en tout cas la classe moyenne, même la classe ouvrière, qui devrait pouvoir, par le biais de cet héritage, accéder à la propriété. Eh bien, c'est pas tout à fait ça qu'il se passe, puisque donc, le maire a décidé, d'abord dans un premier temps, puisqu'il bénéficie des doubles casquettes, celle de président du CCAS, de fait, puisqu'il est maire,
et donc le maire de la commune. Eh bien, le maire a l'habitude de racheter pour le compte de la commune ses terrains au CCAS à des prix modiques. Ce qui veut dire que d'un côté, on déshabille, on dépourvu de son patrimoine le CCAS, mais on ne lui donne pas la possibilité, par la rentabilisation de ces terrains qui sont vendus à la commune, de mener une politique sociale puisqu'on lui achète au rabais. Et ensuite, une fois que la mairie devient propriétaire de ces 10 terrains, eh bien, il n'a plus qu'à les livrer à des promoteurs. Et c'est ce qui se passe ici donc pour l'urbanisation qui va se faire à la Salette. Moi, je pense ça comme étant vraiment un acte politique absolument scandaleux, parce que d'abord on détourne un legs, on détourne la mémoire et l'esprit de quelqu'un qui a laissé du patrimoine pour un objectif bien précis, premièrement. Deuxièmement, eh bien, c'est pas les gens de la commune qui vont en profiter, parce que contrairement au lotissement de la Soulane, on y avait mis des critères, des critères qui étaient des critères sélectifs. Il fallait habiter la commune, avoir des enfants, ne pas être propriétaire déjà de résidence principale. Or, tous ces critères qui ont quand même une orientation sociale, tous ces verrous ont complètement sauté, donc c'est tout simplement aujourd'hui la puissance financière de la capacité d'acheter ces parcelles, donc très probablement pour très peu, voire pas de gens d'ici, à devenir propriétaires une fois de plus de résidences secondaires. Il faut savoir quand même que 51% du parc immobilier sur la commune de Bagnous est déjà de la résidence secondaire. Et le dernier élément, et moi je pense que c'est un problème environnemental. Regardez la beauté, regarde la beauté de ces paysages avec la chapelle derrière, la profondeur que l'on a sur la mer et sur la commune, avec toutes ces pinèdes et ces suberets, et bien tout ça va disparaître au profit de maisons. Là, je trouve que le dérapage, il a été totalement incontrôlé et inconsidéré. Voilà. Le port de Bagnous, qui est ce dossier chaud, brûlant, d'actualité, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de privatiser ce port. On lui donne une autre appellation, un DSP, une délégation de service public, mais en réalité c'est une privatisation, puisque pendant à peu près 35 ans, on sera dépossédé de ce bien qui est un bien commun, le port de la commune. Donc tout a démarré il y a à peu près 5 ans, quand lors de la venue d'un secrétaire d'État, M. Marlex, un premier projet avait été soumis donc à ce secrétaire d'État et à la population. Le projet était là sur les allées Mayol. Et puis là, on a commencé à s'inquiéter. Donc quelques mouvements se sont créés, notamment la sauvegarde pour la baie et la protection de la baie de Bagnous. Quelques-uns nous raillaient un petit peu en disant qu'on en faisait une exploitation politique, disant que jamais ces choses-là ne verraient le jour. Et puis petit à petit, on a vu les parties immergées de l'iceberg apparaître en surface. Et bien sûr, nos inquiétudes se sont transformées en réalité. Donc une fois qu'on a eu la précision sur les projets, en fait il y en avait 3 de projets, chiffrés à hauteur de 35 millions d'euros les uns et les autres, hors taxe, je me rappelle bien, en hors taxe, donc on avoisine plus de 40 millions d'euros. Et bien petit à petit, on a éliminé ces projets. Mais en fait, quand je dis on a éliminé les projets, c'est le maire qui a éliminé les projets. Puisqu'à aucun moment, ni le conseil municipal, ni la population n'a été consulté alors qu'on demandait d'organiser des référendums. Alors, sous la pression, après que quelques réunions publiques étaient organisées par les gens qui défendaient le maintien donc en régie publique du port, le maire lui a décidé aussi d'en faire une de réunion et il s'est rendu compte là, ce soir-là dans cette salle que je pense que la quasi-totalité des gens présents étaient contre ce projet, en tout cas contre le principe qui nous avait été imposé. Alors il y a 2 choses. La première, c'est la sécurisation du port de Bagnous. La sécurisation, je crois que là, il n'y a pas un bagnolin qui ne soit pas conscient aujourd'hui de l'état du port, de l'état des pontons, des dangers que l'on court quand il y a des coups d'est parce que la mer frappe violemment et endommage encore plus non seulement le port mais les bateaux. Et donc ça peut être abouti, depuis le départ on le dit, sur des projets de financement public croisés, parce que c'est chiffré aux alentours de entre 8 et 10 millions d'euros. Et aujourd'hui, si on monte un projet uniquement dans le cadre de la mise en sécurisation du port, par l'aide de la région, de l'Europe, du département, de l'intercommunalité et de l'État, probablement on pourrait boucler la boucle. Si on passe vers autre chose, c'est-à-dire que si l'on couple la sécurisation avec la modernisation du port, bien sûr, on monte là sur des enveloppes qui sont insupportables sur les budgets communaux, voire sur les aides de financement public. Donc c'est vers cette porte-là que s'est engouffré le maire de Bagnous, et donc de donner en délégation publique, mais un privé, un délégataire privé, le port de Bagnous. Bon, le mot et le nom qui se murmure le plus, c'est Bouygues. On n'a pas les éléments, on ne peut pas être sûr aujourd'hui à 100% que ce soit lui. En tout cas, c'est un grand groupe qui va s'atteler à un port, parce que là, c'est pas l'entrepreneur du coin qui va le faire. Et donc, on va aller vers une extension du port, qui va amener tout un tas de contraintes. La première, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne sera plus propriétaire pendant 35 ans de notre port. Ensuite, on va amener, en termes de risques, probablement sur ce qui concerne les parts inondables de Bagnous, des risques qui vont encore évoluer et s'accentuer, au point qu'on peut se demander même si la menace directe de tout le plat de Bagnous ne sera pas faite directement par le fait de la réduction du vase d'expansion, puisque le port va réduire de fait le vase d'expansion. Ensuite, sur la privatisation, eh bien, il est clair qu'on a toute une zone d'activité. On y est là, le laboratoire Arago,
On a aussi les allées Mayol, on a la restauration rapide là-bas sur l'espace Méditerranée. Vu qu'il n'y a pas eu de cahier des charges, puisqu'on a pris le problème à l'envers, on a en premier lieu voté une DSP, donc délégation de service public. Et ensuite viendra le cahier des charges et en dernier lieu donc l'enquête publique. Donc n'ayant pas de cahier des charges, on ne connaît pas l'avenir de tous ces établissements, on ne connaît pas les tarifications, on ne connaît pas les obligations du délégataire. Et moi j'ai l'impression que depuis le départ, en fait, tout ça a été réglé sans que personne ne le sache. Car en principe, normalement, si on applique des hiérarchies, mais les hiérarchies on les a abandonnées. D'abord, on aurait dû aviser la population, puisque ce bien il nous est commun, eh bien savoir ce que voulaient les Bagnoulins. Premièrement. Deuxièmement, on établit un cahier des charges, c'est-à-dire qu'on fixe les règles à l'intérieur, éventuellement si on a opté pour une DSP, de savoir quelles seront les obligations du délégataire. Et à partir de ce moment-là, donc, on va vers l'enquête publique. Là, on a pris tout le problème à l'envers, et il me semble que si on a un indicateur qui nous exprime que tout est joué sans qu'en fait on ne soit visé, eh bien c'est d'abord le choix du cabinet. Les cabinets d'expertise. Il se trouve qu'en fait, quand je le mets au pluriel, je devrais le mettre au singulier, parce que ce n'est pas des cabinets d'expertise, mais c'est un cabinet d'expertise. Celui-là, de cabinet, il planche sur tous les dossiers. Bartisol, le port, tout l'aménagement de la ville, les urbanisations. Donc apparemment, ce cabinet, lui, il aurait sans appel d'offres gagné tous les marchés. Et ensuite, il semblerait là aussi que les projets, normalement, quand on fait un appel à candidature, c'est sur le projet et sur le coût du projet. Or, le cabinet lui-même a défini le projet et le coût du projet. Donc, sur quelle base le choix sera fait au moment de l'appel à candidature? Sauf si l'on peut imaginer que la municipalité, le cabinet d'études et déjà le délégataire ont travaillé en amont ensemble. Donc, en gros, on lui a préparé un costard sur mesure. Il n'a plus qu'à donner l'enveloppe avec le coût sur lequel il s'aligne et le projet sur lequel il s'aligne aussi. Et il prend le marché. Donc en termes de démocratie, ça s'appelle un délit. Ça. Ni plus ni moins qu'un délit. Et alors on va voir au moment où arriveront les enveloppes, parce que je vois mal, sauf s'il y a une forte mobilisation de la population, si les enveloppes doivent arriver, quel sera le délégataire choisi. Mais on a encore une possibilité de lutter dans cette privatisation du port et de ce choix de délégataire. C'est que toutes les analyses qui auraient dû être faites en termes d'impact environnemental, de risque écologique, de coût, eh bien rien n'a été fait. Sachez par exemple que pas très loin, on a les herbiers de Posidonie, on a le corail rouge, on a les grandes nacres, tout ça n'a pas été traité. Tous les risques en termes d'inondation n'ont pas été pris en compte. La volonté de la population, encore moins. Donc c'est vrai, il y a encore des freins qui peuvent être mis. C'est vrai que le maire doit aller dans la précipitation parce qu'il ne lui reste plus que 18 mois de mandat, donc 18 mois pour faire aboutir ce projet et faire lever les verrous, ouvrir les verrous les uns derrière les autres. On est encore loin du compte. Il a fait voter un principe, ça s'est fait, puisque le conseil municipal s'est donné donc par le vote, malgré que 3 de ses élus de la majorité aient voté contre, plus l'opposition. Donc ça a fini à 17 voix pour et 10 contre. Donc le principe a été acté comme étant une DSP. Maintenant, tout le reste va arriver. Il y a encore des contraintes pour la municipalité. Ce n'est pas abouti, il faut rester vigilant, il faut rester mobilisé. Il y a la possibilité pour nous de revenir sur le terrain et en tout cas qu'un véritable débat et un véritable choix soit fait par les Bagnoulins. Parce qu'il est hors de question, en tout cas pour moi, d'imaginer que quelqu'un se lève le matin, qu'une idée lui traverse la tête et qu'à lui seul, il l'a fait s'aboutir sans que 5000 personnes autour de lui n'aient jamais été consultées. Voilà mon point de vue sur le port. Les travaux, on les fera. Qui que ce soit, je crois, qui arrivera après le maire, eh bien, s'attellera à faire ces travaux, mais dans la mesure de ce que nous devons faire. On ne doit pas avoir une disproportion de port. Ici, c'est un village familial. Le port doit rester à taille humaine. On sait que sur les études qu'on en a faites, plus de 80% des bateaux ne sortent jamais du port. Donc, couplé, une fois de plus, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus de 50% de résidences secondaires à des bateaux qui ne sortent jamais. C'est donc se mettre dans la compromission d'un village qui se meurt et qui n'aura que pour vocation à accueillir pendant 15 jours des gens qui viendront en villégiature. Bien, maintenant, donc, nous sommes devant la poste, puis surtout derrière nous, un des emblèmes de la République, la mairie, socle de l'histoire républicaine. Alors pourquoi la Poste? Eh bien parce que la République, elle s'appuie essentiellement sur un service public, sur des services publics. Il est clair que ce pays a établi, eh bien, c'est un droit au service pour tout citoyen, quel que soit l'endroit où l'on vit, le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est-à-dire ces services qui comprennent l'éducation, la santé, la sécurité, les moyens de communication. Il semblerait aujourd'hui que tous ces services soient un peu mis à mal. On a vu il y a quelques années, nous concernant, pour les Bagnoulins, donc la disparition de la gendarmerie de Cerbère, qui a contraint donc la gendarmerie de Bagnoul à devoir se déployer sur au moins 2 communes. On a eu à souffrir il y a quelques années aussi, régulièrement, des fermetures de classes pénalisant donc les enfants, puisque on affiche aujourd'hui dans le cadre des maintiens des services publics des quotas
des notions de rentabilité, alors que ce qui est l'essence même d'un service public, c'est de la prestation à titre d'équilibre donc du territoire et pas de réalisation d'objectifs à atteindre. Concernant la Poste, eh bien, on a déjà eu à souffrir un premier amputage, puisqu'il faut savoir que le centre de tri est maintenant placé à Port-Vendre, donc il était autrefois à Banyuls et maintenant il est à Port-Vendre. Et maintenant on se propose dans un deuxième temps donc de regrouper les facteurs à Port-Vendre, ce qui veut dire que ça aura une incidence directe sur la qualité des services pratiqués par les facteurs, puisqu'ils auront moins de temps, contraints à des rotations beaucoup plus importantes, et surtout le risque aussi c'est que peut-être dans le cadre de leur regroupement, avec des économies d'échelle, eh bien des disparitions de postes. Qui plus est, c'est une charge supplémentaire pour les agents qui auront de devoir le matin partir à Port-Vendre pour ensuite revenir sur Banyuls et assurer donc les tournées. Ces services publics, il faut impérativement les maintenir. C'est la garantie en plus du captage de populations nouvelles pour venir s'installer dans nos communes. Parce que la première chose que l'on observe quand on veut venir quelque part, eh bien, ce sont les services. Est-ce qu'il y a un hôpital de proximité? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des postes? Est-ce qu'il y a des gendarmeries? Si l'on ferme petit à petit tous ces établissements, eh bien, on se privera bien sûr de cette capacité à maintenir des équilibres de territoire qui sont le maillage et l'histoire même de ce pays qu'est la France. Bien, après cette magnifique balade que nous avons eue tout au long de cette journée et de ces vidéos que nous avons prises à Banyuls, autant au port qu'à la mer, qu'à la montagne, je vous amène dans un dernier paysage beaucoup plus triste et moins joli certainement. Ben alors vous n'êtes pas à la déchetterie, je vous rassure, on est encore dans Banyuls, c'est à proximité de la gare. C'est la gare de Banyuls avec son esplanade. Vous voyez que ça s'est transformé donc en dépotoir pour les entreprises. Il y a quelques carcasses de voitures qui jonchent là-bas à l'entrée de la gare. Donc cet endroit avait besoin d'un véritable assainissement. Et c'est pour ça que nous y sommes venus, parce que l'assainissement donc va avoir lieu. Mais pas tout à fait dans les situations telles qu'on l'avait appréhendé. Si l'on se souvient, au moment de la campagne électorale, à peu près tous les candidats avaient dit la même chose, c'est-à-dire qu'il s'agissait, puisque RFF et la SNCF, qui sont propriétaires de cette esplanade, étaient vendeurs. Donc ces 10 candidats avaient dit qu'il serait bien qu'on achète cette esplanade afin de sortir tout cet engorgement de voitures que nous avons dans le village. Il y a à peu près aux alentours entre 300 et 400 places faisables. Il y avait en tout cas. Puisque finalement l'objectif sera un peu détourné, puisque monsieur le maire vient d'en décider autrement. Cette esplanade donc a été rachetée par le groupe Bouygues, qui lui a décidé d'en faire 71 appartements, et très généreusement nous rétrocédera 80 places de parking, car il va falloir que la commune supporte 2 aménagements, c'est-à-dire l'entrée venant par la rue Clémenceau pour que les voitures et les autobus accèdent à ces 80 places de parking, et en plus s'y rajouteront bien sûr les véhicules de ces 71 appartements, et idem pour la sortie du côté de la bâtisse de Bartissol. Donc cette entrée et cette sortie étant à la charge de la commune, eh bien la rétrocession de 80 places de parking auront lieu. Moi je pense que c'est largement insuffisant. Aujourd'hui, le seul lieu de stationnement que l'on a vu pendant le démo de saison, eh bien, ça a été la rivière de Banyuls. La rivière, bien entendu, tant qu'on n'aura pas ces parkings de désenclavement, ces parkings de dissuasion, c'est le seul recours que l'on a. Mais je ne suis pas certain que la vocation d'une rivière, ce soit d'accueillir des voitures pendant 2 ou 3 mois d'été, parce qu'il y a de la pollution, il y a des fuites d'huile, il y a des échappements. Et puis sur le plan de l'esthétique, quand on arrive au niveau de l'Ozoral, sur la commune de Banyuls, eh bien, on voit ce fourmillement de véhicules aux abords des plages. On a l'impression d'être dans les années 70 en Espagne. Donc il faut sortir sincèrement toutes ces voitures du centre-ville. On est maintenant avec la jonction qui va du parking de la gare, enfin ce qui aurait dû être le parking de la gare, jusqu'au centre-ville, donc pour la jonction place du marché, à 5 minutes, on vient de le faire avec Karl, on vient de le faire, on a mis 5 minutes pour monter ici, donc il faut autant pour redescendre. On aurait donc pu, en sécurisant cet endroit, déjà avoir quelque chose de propre, premièrement. Deuxièmement, sécuriser l'endroit, c'est aussi sécuriser les voitures si on l'avait utilisé en tant que parking, c'est-à-dire qu'on a le droit aussi de protéger son véhicule, moyennant une petite contribution, c'est-à-dire des parkings payants. Qui dit parking payant dit des recettes supplémentaires qui rentrent dans les caisses de la commune. Et dernièrement, eh bien, pour entretenir tout ça, il faut du personnel, donc des gens qui soient stationnés à l'entrée des parkings pour faire payer les usagers. Mais tout ça, on se le coupe une fois de plus. Bouygues, une fois encore, va être le grand manœuvrier de cette commune. En plus, je me pose quand même la question sur le plan de la sécurité, parce que regardez, la voie ferrée est à quelques mètres de nous. Et on va construire à peut-être moins de 20 mètres de la voie ferrée. Il sera quand même assez intéressant de voir comment et sous quelle forme on va attribuer à Bouygues, au groupe Bouygues, les permis de construire. Voilà. Donc eh bien, c'était notre dernière vidéo. Karl, je te remercie pour cette magnifique balade que tu m'as proposée. Maintenant, ceux qui vont examiner tout cela pourront juger eux-mêmes de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on en a dit. Et peut-être
nous donner des informations et des commentaires supplémentaires. On en a besoin aussi de savoir quelle est l'opinion des gens.